Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons aujourd'hui notre dernière séquence sur les sources du droit à l'environnement. Nous examinerons successivement les sources internationales du droit à l'environnement, les sources nationales et les autres sources du droit de l'environnement. Les sources internationales du droit à l'environnement. Il existe une multitude de conventions internationales. C'est principalement grâce à elles que petit à petit, secteur par secteur, le droit de l'environnement s'est développé. Il ne s'agira pas d'en faire une présentation exhaustive, ni même d'en considérer les principales, chacune ayant une signification particulière. Les conventions à portée universelle. Elles sont souvent adoptées lors des grandes conférences et signées dans le cadre des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Comme exemple, vous avez la Convention sur la diversité biologique et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptées toutes en 1992. Les traités régionaux. Ils sont également nombreux et diversifiés. En Europe, vous avez la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement adoptée en 1998. En Afrique, la Convention africaine de Maputo du 11 juillet 2003 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui a remplacé la Convention d'Alger de 1968. Cette convention de Maputo modifie substantiellement la convention d'Alger afin de l'adapter aux nouvelles conceptions comme le développement durable. En Amérique, vous avez la convention de Washington de 1940 pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. En Asie, vous avez la convention régionale de Koweït sur la coopération pour la protection de l'environnement marin contre la pollution de 1978. L'Antarctique fait l'objet d'une protection particulière avec la Convention de Londres sur la protection des phoques de l'Antarctique de 1972. Les accords internationaux en matière d'environnement sont importants puisqu'ils permettent à différents pays de travailler ensemble pour trouver des solutions aux enjeux environnementaux cruciaux ayant un caractère transnational ou mondial, notamment la pollution atmosphérique, les changements climatiques, la protection de la couche d'ozone et la pollution des océans. Venons-en aux sources internes. Comme vous le savez sans doute déjà, le droit de l'environnement trouve aussi ses fondations au sein des ordres juridiques internes. Les lois et les règlements. Ce sont des sources importantes du droit de l'environnement car les questions liées à l'environnement y sont traitées de façon bien spécifique. Pour mieux cadrer avec les réalités actuelles en matière de défis environnementaux, ces textes de loi font l'objet d'un encadrement juridique progressif. La constitutionnalisation du droit à l'environnement. Depuis la conférence de Stockholm de 1972, la constitutionnalisation du droit à l'environnement est désormais réalisée dans la plupart des pays. Cette constitutionnalisation engendre de nombreuses conséquences importantes. Par exemple, la clause constitutionnelle reconnaissant le droit de l'environnement est considérée par plusieurs auteurs comme une clause de non-régression. Les autres sources de droit. La coutume. Elle ne semblait pas être une norme permettant la consécration de la norme environnementale. Elle a dû s'adapter dans son mode de formation pour devenir créatrice de normes environnementales. Dans l'affaire Fonderie du Trail, Canada contre États-Unis de 1941 par exemple, la juridiction arbitrale développe le principe d'abus de droit, qui sera repris de façon générale par la Cour en 1949 dans l'affaire Détroit de Corfou, où il est dit qu'aucun État ne peut utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits des autres États. La jurisprudence et le rôle du juge. La Cour internationale de justice s'est intéressée à l'environnement dès 1949 avec l'affaire Détroit de Corfou, en posant le principe fondamental d'interdiction d'utilisation par un État de son territoire à des fins d'actes contraires aux droits des autres États. Pour le juge national, le droit environnemental international est surtout pertinent quand il s'ajoute au corpus de lois nationales par le biais de la ratification, l'incorporation ou la transposition. Pour résoudre un problème environnemental particulier, les juges doivent prendre en considération toutes les lois nationales et locales pertinentes. Leur rôle est fondamental car il existe de nombreuses nuances subtiles des situations particulières qu'ils rencontrent dans des affaires individuelles. La doctrine, elle ne crée pas directement le droit, mais y contribue parce qu'elle aide à la réflexion des juges.
Les actes unilatéraux des États. Un acte unilatéral est une manifestation unilatérale de volonté imputable à l'État, produisant volontairement des effets de droit. L'État, auteur d'une déclaration unilatérale, ne peut se rétracter arbitrairement dès lors que cette déclaration crée une obligation juridique. Comme exemple, décision rendue par la Cour internationale de justice dans l'affaire essai nucléaire, Australie contre la France, le 20 décembre 1974. Je vous invite à lire particulièrement les paragraphes 51 et 53. Les actes unilatéraux des organisations internationales, ils ne sont pas identiques aux actes des États. Un acte unilatéral d'une organisation internationale devra respecter la charge constitutive de l'organisation internationale. Les traditions religieuses. Lorsque vous analysez les traditions religieuses du monde entier, vous constaterez qu'elles constituent une base pour le droit de l'environnement. Les communautés traditionnelles. Ces communautés ont développé des savoirs pertinents pour la protection de leur environnement et de leurs ressources. Les principes de droit de l'environnement. Ils constituent une catégorie de normes spécifiques. Vous les étudierez au module 2.